C'est vrai, ce n'était pas évident au début quand le président a annoncé ces mesures-là, ce n'était pas du tout évident. Mais au bout du compte, nous avons constaté que vraiment c'était des mesures à prendre, que l'essentiel du travail a été fait, que les résultats, les objectifs en tout cas essentiellement ont été atteints, même si, comme nous le savons, nous sommes des êtres humains. La perfection n'est pas de ce monde. Si peut-être il y a certaines choses qu'on peut améliorer ça et là, c'est vrai, c'est possible, c'est vrai. Mais pour l'essentiel, je pense que le président a pris les bonnes mesures, les Sénégalais l'ont appliqué, mention spéciale au personnel de la santé, du plateau aux professeurs, tous se sont mobilisés comme un seul homme. Les forces de sécurité et de défense, le corps enseignant, qui a payé de sa personne véritablement pour réussir à gérer cette pandémie-là au niveau des écoles. Vous avez vu ce qui s'est passé à un moment donné. Malgré les difficultés, les enseignants ont accepté très difficilement, encore une fois, de regagner les salles de classe dans des conditions extrêmement difficiles, mais ils ont montré à tout un chacun qu'ils sont des Sénégalais, qu'ils sont des patriotes, et quand la patrie a besoin d'eux, vraiment c'est tous les Sénégalais. En face, on a un régime, surtout un ministre en charge de la distribution de l'aide alimentaire qui l'a fait d'une manière catastrophique. Il n'y a pas de catastrophe. Quelle est la catastrophe? Écoutez, vous savez, il faut que nous soyons, je m'excuse de le dire comme ça, il faut que nous soyons sérieux, encore beaucoup plus sérieux dans ce pays-là. Quand il y a des questions essentielles, nous, hommes politiques, des gens de la société civile, des syndicalistes, nous nous mettons là à raconter des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais des fois, je vais vous surprendre quand je vous dirai que depuis des années, vous n'entendez presque jamais les paysans au niveau des radios et des télévisions pour protester contre telle ou telle autre chose. Et je vous raconte une anecdote. J'ai un fils que j'ai salué au passage, Amadou, qui discutait avec un de ses amis commerçants grossistes. Et ce grossiste lui a dit, mais Amadou, tu sais que nous travaillons pour lui. Et lui, pourquoi? Il dit que moi, je suis grossiste. Les commerçants à qui je vendais le riz, le sucre, l'huile, ainsi de suite, leurs clients, c'était en zone rurale. Mais depuis 3 mois, avec le riz que le président Macky Sall a distribué, les gens ne viennent plus acheter du riz. Ça veut dire qu'effectivement, les secours, les soutiens ont atteint les cibles. Maintenant, quand moi je me mets là... C'est d'une manière tardive. Mais c'est normal, même si la de retard, c'est tout à fait normal. Une pandémie qui a surpris tout le monde. Mais le monde entier a reconnu aujourd'hui que le Sénégal a géré cette crise-là de manière exceptionnelle. Et je n'ai pas attendu les satisfecits délivrés par certaines organisations pour en parler. Je vais envoyer des messages au président de la République. Je l'ai envoyé au ministre de la Santé. Parce que justement, j'ai des amis qui sont aux États-Unis qui m'avaient envoyé à l'époque des messages. Parce que là où ils travaillent, il y avait beaucoup d'Africains. Je ne veux pas les citer. Mais si je vous dis qu'il y a un pays africain loin du Sénégal, si vous, en tant que ressortissant de ce pays, si vous retournez, c'est-à-dire que vous allez envoyer, vous retournez dans ce pays-là, arrivez à l'aéroport, vous versez 500 000 francs CFA pour être pris en charge et mis en quarantaine pendant 14 jours. Et c'est vous-même qui payez 500 000 francs pour être pris en charge. Est-ce que nous, on nous l'a demandé? Non. On nous a demandé 40 000 francs pour les... Alors, mais il faut, là aussi, je reviens pour dire, soyez sérieux. Quand moi, je peux payer un billet d'avion pour aller en France, pour aller en Allemagne, pour aller aux États-Unis, on nous demande de payer 40 000 francs pour faire un test. Quand même. Ça me rappelle un peu quand le président Wade, que je salue au passage, comme j'ai l'habitude de dire, il y a quand il lance l'idée du projet de l'aéroport de Diass à l'époque, il avait dit j'avais des surtaxes sur le billet. Monsieur le Président, il dit écoutez, quelqu'un qui peut payer son billet pour aller en vacances en France, on lui demande de mettre 10 000 francs ou 20 000 francs de plus qui vont servir à construire un aéroport, on vous dit qu'il ne peut pas le faire. Mais non. Et au bout de quelques temps, des milliards ont été rassemblés. Donc, encore une fois, celui qui quitte un pays pour aller vers un autre pays et qui me dit je ne peux pas payer 40 000 francs, je regrette de le dire. Donc, on trouve davantage la poche du citoyen lambda. Mais non, ça, ce n'est pas le citoyen lambda. C'est le citoyen normal comme vous et moi. Si vous êtes, je ne souhaite pas, si vous êtes malade aujourd'hui, vous serez parti à la clinique, vous serez parti à l'hôpital, on vous demande de payer des ordonnances, vous les payez. Pour votre santé, vous pouvez sortir 300 000 francs pour payer un billet aller au Maroc, mais vous ne pouvez pas sortir 40 000 francs pour faire des tests. C'est pourquoi je dis qu'il faut que nous-mêmes, nous avons la chance, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous ne sommes pas plus intelligents que les autres.
Nous avons la chance d'être invités sur des plateaux de télévision. Vous-même qui êtes en face de moi, vous n'êtes pas meilleur que les autres. Vous avez la chance d'avoir un plateau sur lequel vous pouvez discuter avec les gens. Il faut que nous-mêmes, nous sachions et discerner le bon et le faux. Le bon débat, le débat qui peut nous faire avancer. Mais est-ce qu'un débat sur autour de on me demande de payer 40, est-ce que ce débat fait avancer? Nous sommes avancer. Mais pas du tout. Je regrette, ça ne nous fait pas avancer. Les gens de la diaspora s'en ont ouvert aux médias pour dire qu'ils ne peuvent pas donner cet argent. Et si c'est gratuit dans leur pays d'origine, et en venant au Sénégal, ils sont obligés de débourser 40 000 francs CFA. Mais écoutez, Ndeye Fatou, oui. Encore une fois, je regrette vraiment ça. Moi, je le souhaitais que tout soit gratuit. Je le souhaitais que tout soit gratuit, mais ce n'est pas possible. Si ce n'est pas possible maintenant, celui qui paye son billet, qui paye 400 000 francs, 500 000 francs, 600 000 francs pour avoir un billet et pour voyager, quand même, comme on dit, il doit être en mesure de sortir 40 000 francs pour faire des tests. C'est aussi simple que ça. Au plan économique, avec des projections revues à la baisse, ne risque-t-on pas une politique d'ajustement? Politique d'ajustement, je n'en suis pas. Politique d'ajustement, je n'en suis pas sûr. Oui. Ce qu'il y a, c'est que la situation est difficile. Mais quand une situation est on voulait 7%, maintenant on est obligé de revoir ça à la baisse jusqu'à 3 voire 2%. Vous savez, on est parti de 1% à 7%, ou à 6 et quelques pourcents. On projetait d'aller à 6,5 ou 7%. La pandémie est arrivée, et comme on dit, Balagane n'amenait pas. Il fallait d'abord gérer le plus urgent. Le plus urgent, c'était la nourriture. Le plus urgent, c'était les écoles. Le plus urgent, c'est soutenir les entreprises. Le plus urgent, c'était d'aider les travailleurs sénégalais. Je pense que ça a été fait. Même si ce n'est pas parfait, encore une fois, je le dis. Le parfait n'est pas de ce monde. Mais des efforts importants ont été faits. Et je n'ai pas vu, si vous en avez vu, vous le direz, je n'ai pas vu dans le monde un pays qui a fait autant que notre pays. Et finalement, ce pays, je n'en ai pas vu. Ce pays qu'on a tant adulé, qu'on a félicité, qu'on a décerné, à qui on a décerné des prix, se retrouve avec une deuxième vague de contamination. Mais c'est tout à fait normal. La première, nous ne l'avons pas créée. La seconde, nous ne l'avons pas créée. Il faut, justement, quand on a besoin d'un dirigeant, vous savez, on ne choisit pas un dirigeant, on ne lit pas quelqu'un pour lui dire il n'y aura jamais de problème. Non, c'est pas pour ça qu'on élit quelqu'un. Parce que les problèmes viennent souvent de l'extérieur. Mais on élit quelqu'un, c'est pour que quand il y a des difficultés, qu'il puisse faire face. C'est ça le rôle du dirigeant. Heureusement pour nous, je pense que nous avons des dirigeants, nous avons des dirigeants opposants comme pouvoir, syndicalistes comme société civile, tous, chacun a joué sa partition, chacun a joué son rôle pour montrer que quand le pays a besoin de nous, nous devons être présents. Je pense que c'est quelque chose à saluer. On a baissé les bras au moment où il fallait maintenir le cap. Je suis d'accord. Afin d'éviter une deuxième vague de contamination. Ça, je suis d'accord avec vous. Quand il a faute, attendez, j'assume mes propos. À tout le monde, mais d'abord au régime. À tout le monde, mais d'abord aux dirigeants. Vous savez, et c'est ça pourquoi il est difficile d'être responsable. Je rappelle souvent l'épisode Ahmed Sékou Touré. Quand la Guinée a accédé à l'indépendance en 1958, il a dit, vous savez, les peuples ont toujours tendance à imiter ce que fait le dirigeant. Il a pris un tissu, on le voit toujours habillé de blanc. On lui met camarade président comme on l'appelle. Pourquoi vous habillez en blanc? Il dit, tout Guinéen peut acheter du percal. Ceux qui veulent acheter du bazin n'ont qu'à le faire. Ceux qui veulent acheter autre chose n'ont qu'à le faire. Mais le percal, tout le monde peut l'acheter. Donc tous les Guinéens s'habillent en blanc. Donc le dirigeant, il doit donner le bon exemple. Quand le président a pris la décision de faire une visite économique, je l'avais dit dans la presse, je le répète aujourd'hui, j'étais contre. Pas contre la visite, mais contre le contexte. Non seulement le contexte, mais comment les gens allaient sortir. Parce que vous savez, nous les politiques, nous avons tellement le match vu. Le président passe à Fatick, les gens veulent lui montrer que, ah monsieur le président, nous sommes là, nous sommes de Fatick. Il passe à Gandié, les gens veulent dire, oui monsieur le président, nous sommes là. C'est une mobilisation qui se faisait autour de lui. Et j'étais contre, je l'avais dit à l'époque. Donc il faut que les dirigeants, à l'image de Serigne Mountakha, à l'image de Serigne Babacar Sy Mansour, à l'image des autres chefs religieux, qui depuis le début n'ont pas desserré les taux. À chaque fois, d'ailleurs moi, quand je le vois, j'ai pitié. Je me dis, est-ce que Serigne Mountakha parvient même à respirer? Tous les dirigeants devraient avoir ce comportement. Mais à un moment donné, les dirigeants, il faut le reconnaître, ont baissé les bras et le peuple a suivi. Malheureusement, nous vivons aujourd'hui la situation. Et maintenant, va-t-on prendre des vaccins comme ça, ex nihilo,
sans recherche. Mais attendez, Parce là que aussi, jusqu'à présent, ce virus reste et demeure un inconnu. vous savez, Ndeye Fatou, est-ce que vous pensez que nous, Sénégalais, vous et moi et d'autres Sénégalais qui sont là, nous sommes plus conscients, nous sommes plus responsables que ces professeurs, éminents professeurs, qui étaient dans des laboratoires, qui ont fait des recherches pour nous sortir un vaccin. Ils savent que s'il y a des problèmes avec ce vaccin, je ne parle même pas de leur carrière professionnelle, mais ils vont finir tous en prison. Les grandes firmes comme Pfizer et autres qui sont en train de commercialiser ces vaccins, vous pensez qu'ils ne sont pas conscients de leur C'est responsabilité? déjà arrivé en Afrique, cette histoire de vaccin qui a causé des morts. Pardon? Dans un pays africain. Oui. C'est déjà arrivé. Quel vaccin qui a causé des morts? Je n'en connais pas. Je sais qu'au moment où je vous parle, je viens de recevoir un message de mon ami Mohamed Mernissi, qui est un cousin du roi de Maroc, qui me dit qu'il vient de recevoir 1 million de doses au Maroc. Ça va arriver également. Donc, vous savez, c'est pourquoi, c'est ce que je disais, j'avais un peu anticipé sur cette question tout à l'heure. Quand je disais il faut engager les vrais débats. Quand l'OMS valide, je le disais tout à l'heure à une de mes soeurs, si vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, est-ce que vous allez dire au médecin, non, ne me mettez pas ce vaccin-là, mettez-moi l'autre vaccin? Parce que vous ne savez même pas d'où vient le vaccin qu'on est en train de vous administrer. Vous ne savez pas. Donc nous avons un État responsable. Nous avons des services compétents. Quand l'OMS valide un vaccin pour dire que ce vaccin est bon, je ne vois pas pourquoi nous allons dire oui, est-ce que le vaccin est bon? Parce que personne ne vous dira il n'est pas bon. Il vous dit est-ce que c'est bon? Mais cette OMS a été dubitative par rapport à l'artémisia et l'hydrochloroquine. Mais qu'est-ce que le Sénégal a fait? Quand on nous a amené ça, le Sénégal a dit, ils ont fait des analyses et ils ont connu à traiter avec le chloroquine et ça a donné les résultats que nous connaissons. Donc moi je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Que chacun joue son rôle. Vous êtes journaliste, ce que vous savez faire, c'est le micro et les questions. Vous en limitez à ça. Mais si chacun veut se mettre à la place de l'autre, on ne s'en sortira jamais. Jamais. Et on va créer, rappelez-vous d'ailleurs, je me rappelle, il y a une année, on était en train de vacciner les enfants contre la polio. Certains distillaient des informations sur lesquelles, oui, les toubabs là, ils ne veulent plus que nos femmes là fassent des enfants. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça, c'est la croyance populaire. Oui, mais il ne faudrait pas justement nous alimenter. Justement, c'est là notre rôle. Vous savez, Ndeye Fatou, c'est quelquefois très difficile d'être un dirigeant parce qu'il faut accepter d'être impopulaire. Tu prends une décision, tu sais que c'est la bonne décision. D'autres vous diront oui, c'est pas bon parce qu'ils vont vous attaquer, ils vont vous insulter, ils vont vous traîner dans la boue. Mais un jour ou l'autre, on dira ah, il avait raison. Quand quelqu'un a dit la terre est ronde, il faut le tuer, il est fou celui-là. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il avait raison. Oui, autre aspect, avec une croissance exogène portée par les entreprises étrangères, quel levier s'appuiera notre économie pour décoller? Moi, j'ai des problèmes quelquefois avec les Sénégalais. Nous avons toujours souhaité qu'il y ait la préférence nationale. Malgré, il faut le dire également, nous vivons aujourd'hui dans un village planétaire avec la mondialisation, la globalisation. Nous savons aujourd'hui que quand un appel d'offres est lancé, c'est souvent un appel d'offres international. Les Sénégalais vont gagner des marchés en Europe, ils vont gagner des marchés dans d'autres pays africains, ou en tout cas, ils peuvent solliciter. Si on le met sur Ils peuvent soumissionner. il n'y a pas photo. Ils peuvent soumissionner pour gagner des marchés. On a toujours vu des Sénégalais un peu partout en Afrique. J'ai aussi l'exemple du Pierre Goudiaby Atepa, qui a travaillé un peu partout en Afrique. J'ai aussi l'exemple de Aliou Sow, qui a travaillé un peu partout en Afrique. Les exemples sont nombreux. Donc, pour une fois, vous devinez que je parle de l'affaire Sénélec-Akile. Pour une fois, on a une préférence nationale. Ceux qui nous disaient oui à la préférence nationale, c'est ceux-là qui sont allés combattre les Sénégalais. C'est très grave. Donc, il faudrait d'abord savoir raison garder. Il faut savoir également ce qu'on veut. Et nous vivons dans un monde qui ne nous permet plus de dire le Sénégal au Sénégalais, le Mali au Maliens, la Guinée au Guinéen, ça c'est terminé. Mais le Sénégalais, c'est un monde de combat, il faut accepter de se battre. Mais quelle possibilité s'offre à un Sénégalais qui voudrait investir en France ou bien gagner des marchés là-bas? Mais il n'a qu'à se conformer à la législation française, c'est aussi simple que ça. Comme eux se conforment à la législation sénégalaise, c'est aussi simple que ça. Oui, en revenant sur les choix, à mon avis, inopportuns
côté investissement, l'argent injecté... Quel choix le porteur? Je m'explique. L'argent injecté dans le TER, oui, le BRT, le stade multifonctionnel de Diamniadio et tant d'autres pouvaient servir à lutter d'une manière pérenne contre les inondations, mais aussi alléger le coût de la vie, la souffrance des Sénégalais, et pourquoi pas investir un peu dans l'habitat. Vous savez, oui, quand on aspire à diriger un pays, d'abord on ne doit pas faire de l'amalgame. Ensuite, on ne doit pas avoir une vue aussi basse. Je vous donne un exemple. Déjà en 1979, le Sénégal avait réussi à obtenir un financement pour réaliser l'autoroute Dakar-Thiès. Arrivé au pouvoir, le président Abdou Diouf a privilégié la politique de l'eau. Il a dit, parce que sa première visite c'était au Sine Saloum, il a dit, j'ai été au Sine Saloum, on m'a dit, première doléance, l'eau. Deuxième doléance, l'eau. Troisième doléance, l'eau. Et toujours maintenant, c'est plus même d'actualité en 2020. Bon, alors, oui. Donc il a préféré faire de l'eau. Aujourd'hui, on a été obligé de réaliser donc l'autoroute à péage, Dakar-Diamniadio, ensuite l'autoroute Ila Touba. Et l'eau ne coule plus dans les robinets à Dakar. Si tu vois, on reviendra sur la question de l'eau. Alors donc ça a coûté ce que ça a coûté. On aurait pu réaliser ça depuis les années 80, on ne l'avait pas fait. Aujourd'hui, une étude de la Banque mondiale montre que le Sénégal perd chaque année 100 milliards à cause des embouteillages à Dakar. 100 milliards sont perdus chaque année par le Sénégal à cause des embouteillages. Vous ne voulez pas qu'on trouve une solution à ça? En 1978, quand l'ancien maire de Dakar, Mamadou Diop, à l'époque ministre des Travaux publics, urbanisme et du transport, quand il pilotait un projet pour réaliser les parcelles assainies, un journaliste, Feu Mamlesi, l'appelait le goudronneur du désert. Il avait été critiqué et traîné dans la boue. Si les parcelles assainies n'avaient pas été créées en 1978, que serait devenu Dakar aujourd'hui? Il fallait un chef d'État qui accepte de prendre en charge ces questions-là. Ce sont les questions infrastructurelles. Le président Wade l'avait commencé. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit quand il réalisait l'autoroute, la corniche? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit quand il créait le monument de la Renaissance? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit quand il lançait les grandes infrastructures? Il est parti. Le président Macky Sall est en train de marcher sur les traces du président Wade. Aujourd'hui, on a 18 autoponts qui sont en train d'être faits au niveau du Sénégal. Les 15 pratiquement à Dakar. Et d'ici la fin du mois de décembre, nous allons réceptionner tous ces autoponts-là pour permettre une circulation fluide. Je dis souvent à des amis, je le dis à mes enfants, que Dieu me donne longue vie, que je puisse assister au fonctionnement de la ville de Dakar dans 2 ans, dans 3 ans. Quand nous aurons tous les autoponts fonctionnels, quand nous aurons le BRT, dont vous avez parlé tout à l'heure, quand nous aurons le TER, nous allons avoir une très belle, une très grande capitale. Je pense que, je termine sur ça, je pense que si on dirige un pays, on doit avoir cette vision du futur. Et non pas dire, oui, il me faut... Parce que c'est comme un père de famille. Donnez la dépense pour manger. Ne vous n'avez pas le devoir de donner l'électricité. Ne vous n'avez pas le devoir de payer l'eau. Ne vous n'avez pas le devoir de payer la scolarité des enfants. C'est exactement ce que vous venez de dire. Le BRT, le TER, les autoponts, ainsi de suite, n'ont rien à voir avec la nourriture, n'ont rien à voir avec l'urbanisation des villes, n'ont rien à voir avec la construction des habitats. Dans chaque domaine, le gouvernement, l'État a l'obligation de faire et l'État est exactement en train de faire. En effet, combien doit-on casquer pour nous offrir ces joyaux? Le prix n'est pas important pour moi. Il n'y a aucune espèce d'importance. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir que le matin, si je sors de chez moi à Biagui, je mets 5 minutes pour arriver au building administratif. L'important pour moi, c'est de savoir que si le lendemain matin, ma fille Koumadia que je salue à Thiès, elle quitte Thiès, elle prend l'autoroute à péage en une demi-heure, elle est à son lieu de travail à Dakar. C'est ça qui est important pour moi. Parce que pendant des années, pendant des décennies, nous avons dépensé beaucoup d'argent dans beaucoup d'infrastructures, dans beaucoup de ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs des manifestations de prestige. Qu'est-ce que ça a donné au pays? Rien, ou presque.
Donc si aujourd'hui, on dépense de l'argent, et à terme, nous voyons des infrastructures qui seront utilisées non pas peut-être pour nous, parce que nous sommes, nous sommes déjà dépassés, mais nos enfants, nos petits-enfants vont en bénéficier. Je pense que c'est ça le rôle d'un dirigeant. Concrètement, je vais vous dessiner un schéma. Dans le budget 2020-21, on a donné au ministre Mansour Faye 2227 milliards de francs CFA comme budget. Et à côté, pour l'éducation nationale, l'avenir de nos enfants, on a octroyé 500 milliards de francs CFA. Oui, c'est quoi le problème? Alors, donc cette jeunesse est toujours laissée à elle-même. Mais c'est dommage de poser des questions comme ça. Parce que vous savez le danger. Vous posez une question de cette nature. Ceux qui comprennent, comprennent. Malheureusement, ceux qui ne comprennent pas ne retiennent que le train qui arrive en retard en gare. Je n'ai pas suivi tout le vote du budget. Mais j'ai suivi le ministre de l'Éducation nationale, que je salue au passage, dire l'autre jour que 3000 enseignants vont être recrutés cette année. Ce n'est pas à saluer ça. Que le déficit va être résorbé. Ce n'est pas à saluer. On ne peut pas faire de comparaison. Justement, on ne peut pas faire de comparaison entre le fonctionnement du ministère de l'Éducation nationale. On ne peut pas faire la comparaison entre le fonctionnement du ministère de l'Éducation nationale et des infrastructures. Je viens d'en parler tout à l'heure. Et il y aura d'autres, des infrastructures qui sont en construction, qu'on ne construit qu'une seule fois. Vous savez, le salaire, il vient tous les mois. On est d'accord? Tous les mois, le salaire vient. Et il grossit d'ailleurs tous les mois. Mais si vous construisez un bâtiment, c'est une fois et c'est terminé. Donc, on ne peut pas faire cette comparaison. Chacun a son rôle à jouer. Souhaitons que chacun puisse... Mais le Japon a fait le contraire, parce qu'au Japon, on a privilégié l'éducation. On a beaucoup misé sur l'éducation. Vous pensez que nous n'avons pas privilégié l'éducation? Vous le pensez réellement? Que nous n'avons pas privilégié l'éducation? J'ai applaudi hier, j'étais dans ma voiture, et j'ai entendu un reportage, je pense que c'était sur je ne sais plus quelle radio encore, dans lequel une étude montrait que les filles, non seulement sont actuellement plus nombreuses dans les salles de classe, mais sont toujours premières, sont toujours en tête. Vous pensez que ce travail-là, c'est pas seulement ce gouvernement-là. Les différents gouvernements qui se sont succédés, les enseignants, tout le corps enseignant de manière générale, ils ont dormi sur les lauriers pour arriver à ce résultat. Vous pensez que nos professeurs, qui par exemple au niveau du CAMES, ont toujours les meilleurs résultats. Vous pensez que c'est parce qu'on a dormi qu'on a eu ces résultats-là? Nos étudiants qui vont en Europe, allez au Canada, partout où vous les trouvez, ils sont les meilleurs. D'ailleurs, on trouve ici des étudiants moyens, mais quand ils vont en Europe, mais il faut partie des meilleurs, des premiers. Vous pensez que ça, c'est parce qu'on a négligé l'éducation nationale? Si on avait dit, on ne serait pas arrivé à ce résultat. Maintenant, ce qu'il faut, il faut toujours essayer d'aller de l'avant. Quand je vois encore des abris provisoires à l'intérieur du pays, j'ai mal. J'ai mal. Quand je vois le traitement de certains enseignants, je ne suis pas satisfait. Mais il faut avancer. Il faut faire des pas en avant. Ça ne veut pas dire que rien n'a été fait. Non, beaucoup d'efforts ont été faits jusqu'au moment où nous parlons. Mais je pense qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut pousser davantage. Oui, pour en terminer avec ce budget 2021, 40%, on l'espère puiser au niveau des recettes douanières, ce qui va encore rendre difficile le travail ou bien la vie de beaucoup de personnes qui tournent autour de la douane. Malheureusement, c'est vrai. 40%. Mais malheureusement, on demande trop à cette douane. Malheureusement, le pays est ce qu'il est aujourd'hui. Espérons que, malheureusement, la pandémie nous a créé des problèmes. Espérons que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, les tendances vont être inversées. Et vous me permettez d'ailleurs de saluer un monsieur que je ne connais pas. Franchement, je pense que c'est un certain Diop qui habite Guédiawaye. Parce qu'on parle d'économie, on va sortir de cette voie-là. C'est pourquoi je souligne cette proposition qu'il a faite. Je l'ai écouté ce matin, je pense que c'est sur la RFM. Et j'ai beaucoup apprécié. Parce que vous le savez, il y a un débat aujourd'hui, pour ne pas dire une crise, au niveau de la commercialisation de l'arachide entre nos opérateurs économiques et les Chinois. Le gouvernement a fixé à, je pense, 250 francs, ou je ne sais plus combien encore, le prix. Les Chinois sont en train d'acheter à jusqu'à 350, oui. C'est à l'honneur de toute façon, c'est bien pour le paysan sénégalais. D'ailleurs, tout à l'heure, mais quand je vous disais tout à l'heure que vous n'entendez pas les paysans protester, est-ce que vous savez, Ndeye Fatou, que l'année dernière, pendant la campagne arachidière là, les Chinois ont mis 100 milliards dans les poches des paysans sénégalais et 10 milliards pour la manutention. C'est extrêmement important. J'allais à Saint-Louis l'autre semaine avec ma fille, la grande sœur de Thioro, Liliane. Je lui disais, regarde, parce qu'on a l'habitude souvent de discuter à la maison. Je lui dis, regarde tous ces villages que tu traverses.
compte-moi le nombre de cases que tu vas trouver, que tu verras dans ces villages-là. Ils sont très peu. Sur toute la route des Niayes. Et dans ces villages, tu as l'eau, tu as l'électricité, tu as le téléphone, tu as tout ce qu'il faut. Alors, donc, la proposition de ce bien-là, c'est de dire, enfin, je ne le connais pas. C'est de dire, aujourd'hui, il y a la Sonacos qui dit il faudrait prendre des mesures pour que tu achètes des graines et tout. Lui, il a proposé que la Sonacos puisse disposer de terre, suffisamment de terre, et de cultiver ses arachides. Chaque année, la Sonacos dit j'ai tant d'hectares, je cultive de l'arachide, j'utilise des Sénégalais et les récoltes seront transformées dans les usines même de la Sonacos. Je pense que, a priori, en tout cas, c'est une excellente proposition. Il faudrait réfléchir autour de celle-là pour avancer. Mais encore une fois, pour revenir à votre question, 40% de budget, oui, vont tirer des recettes douanières. C'est lourd, c'est difficile, mais on n'a pas le choix. On en demande trop aux citoyens. C'est pas qu'on demande trop aux citoyens. Le fay tool moo fay ndox. ñag bi li fay ñuul moo fa nekk. C'est ça qu'on a. Et si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter le prix de l'électricité, ça va créer des problèmes. On va augmenter le prix de l'eau, ça va créer et ainsi de suite. Souhaitons, cette année on a une bonne campagne agricole. Souhaitons que ça continue. Souhaitons que dans 2 ans, dans 3 ans, que nous pouvons exploiter correctement les ressources nationales qui vont en fait nous soulager à partir de ce moment. Je pense qu'on n'aura plus à recourir aux taxes douanières pour renforcer notre budget. Oui, durant la session budgétaire, vous avez suivi de près à l'Assemblée nationale les scènes de pugilat qu'on y a vécues, à part les bagarres et invectives. Ce peuple mérite ses représentants. Mais ça, c'est rien du tout, c'est des détails. Ah oui? Moi, quand je suis en France, tous les mercredis, je suis le débat parlementaire. Mais je vois pire que ça. Dans tous les pays du monde, vous le voyez. Bagarre. Mais je vous dis, je vous assure. Je ne veux pas citer certains pays pour des raisons diplomatiques. Mais dans tous les pays du monde, vous avez ces trucs-là à l'Assemblée nationale. Mais c'est rien du tout. Quand je vois les gens faire un problème... Non, attends. C'est absolument rien. Vous avez suivi sur le net, c'était en RDC la semaine dernière. Vous n'avez pas vu? Mais c'est extrêmement grave ce qui s'est passé là-bas. Donc, écoutez, moi je veux souhaiter qu'il n'en soit pas ainsi. Qu'au niveau de l'Assemblée, que les gens puissent débattre, voilà, chacun apporte son point de vue, et puis on passe à autre chose. Mais il y a plus important que ça, pour moi, c'est comme si, par exemple, on nous dit, oui, les Sénégalais, ils sont soucis, les Sénégalais sont méchants. Ce n'est pas vrai, Nefatou. Ce n'est pas vrai. Prenez le net. On nous dit toujours que dans le net, les gens posent tout le temps à insulter. Mais nous les connaissons ceux qui insultent sur le net. Ils ne font pas ça sur une population de 16 millions de Sénégalais. Mais il faut refuser que cette minorité, une infime minorité, puisse avoir une influence telle que les Sénégalais puissent penser que c'est la majorité. Et malheureusement, cette représentation au niveau de l'Assemblée est une vitrine. Mais cette représentation a été choisie par le peuple sénégalais. Qui les a choisis? Dans quelles conditions? Dans les meilleures conditions possibles. Et vous me donnez l'occasion, parce que j'ai dit ici sur votre plateau-là, j'ai toujours dit et défendu que le Sénégal était plus démocratique que les États-Unis. Oui. Et en le disant, à l'époque, je faisais référence à la deuxième élection de George Bush Jr. Et dans un État où il y avait des difficultés, il a fallu que son frère, qui était gouverneur dans cet État-là, qu'il décide que oui, c'est lui qui a gagné. Pour qu'il gagne. Vous voyez ce qui s'est passé aujourd'hui, actuellement aux États-Unis? Jusqu'au moment où nous parlons, le président sortira quand c'est les résultats. Ça, c'est du truc. Oui, mais c'est les États-Unis. Aux États-Unis, et c'est pas la première fois qu'on parle de fraude électorale aux États-Unis. Ce n'est pas la première fois. Mais chez nous, de 1993 à nos jours, il n'y a jamais eu de fraude électorale. Mais on a un problème dans le mode d'élection des députés. Où ça? Au Sénégal? Lié à la proportionnelle. Vous savez, moi, en termes d'élection des députés, je suis contre la liste nationale, je l'ai toujours dit. Oui. Moi, j'ai toujours prôné une élection uninominale à 2 tours. Ça veut dire quoi? Si on a 120 députés, le Sénégal est découpé en 120 circonscriptions électorales, comme en France. Vous êtes candidat aux HLM, moi je suis candidat aux HLM, et les Sénégalais vont choisir. Moi je suis contre les listes nationales. Sur ce plan, oui, je suis d'accord. Je suis contre la liste, je suis pour l'élection au suffrage uninominal. Comme du reste, je suis contre la limitation des mandats du président de la République qui est antidémocratique. Absolument. Il faut laisser au peuple le soin d'élire qui il veut autant de fois qu'il le voudra. Étant entendu que être candidat ne veut pas dire être élu.
En 2012, nous étions candidats, nous avons été battus. Ça n'a rien à voir. La limitation des mandats est un acquis démocratique. C'est pas un acquis, c'est un acquis antidémocratique. Ah oui? Ah oui, je vous le dis. En 1989. C'est le choix du peuple sénégalais depuis 2000. Mais non, attendez, d'où vient cette limitation-là? C'est François Mitterrand, lors de la rencontre de la Baule, qu'il a imposé aux chefs d'État africains. Si vous ne le faites pas, on ne vous aide plus. Pourquoi on ne l'a pas imposé en Allemagne? Et vous savez, pratiquement dans tous les pays d'Europe, c'est des monarchies. C'est des rois qui sont là-bas. Vous l'avez en Angleterre, vous l'avez en Hollande, vous l'avez en Espagne, vous l'avez un peu partout dans ces pays européens. Et nous, on nous l'interdit. On dit, oui, le petit nègre, là, toi, là, il faut élire un président 2 fois. Et aujourd'hui, le seul président, ou l'un des rares présidents cités, un exemple en Afrique, si je pose la question, vous avez dit que c'est Kagame. Il est au pouvoir depuis combien d'années? Pratiquement 20 ans. Il faut qu'on arrête il faut que les Africains acceptent que nous avons un modèle de démocratie différent du modèle de démocratie des autres. Et vous savez, depuis que j'ai fait moi cette proposition, peut-être que je ne suis pas le premier à le dire, depuis que j'ai fait cette proposition, beaucoup de Sénégalais, pas des moindres, se rapprochent de moi pour me dire, nous pensons que vous avez raison, il faut aller dans cette direction-là. Délimiter les mandats présidentiels. Absolument, il faut laisser au peuple. Vous savez, le seul combat qui mérite d'être mené, c'est qu'il y ait des élections transparentes. En 2012, Wade était candidat. On a dit, vous n'avez pas le droit. Le Conseil constitutionnel a dit oui, il a le droit. Le peuple a décidé qu'il serait battu. Il a été battu. Donc, le seul combat qui mérite d'être mené, c'est qu'il y ait des élections transparentes. Et le paradoxe dans tout ça, souvent ceux qui vous disent, il faut limiter le nombre de mandats. Que ce soit au Sénégal ou ailleurs, ils vous disent c'est un président voulu par le peuple. Ah oui, mais si c'est un président voulu par le peuple, moi je vais en élection contre eux et je le bats. Je le bats. Ils n'ont pas 12. Ils vous disent oui, le peuple ne veut plus de lui. Il a tellement mal géré ce pays. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique, on vous tient le même discours. Mais moi, si je suis candidat à l'élection présidentielle, je préfère rencontrer un candidat, un président sortant impopulaire que je vais battre. Donc il faudrait décomplexer nos comportements et savoir que la limitation du mandat du président est antidémocratique. Là, il faudrait une autre consultation référendaire. On verra comment il faut. Mais je suis sûr qu'on arrivera. Oui. Ça, c'est ma conviction la plus forte. Oui, parlons de ces retrouvailles de la famille libérale qui vous tiennent à cœur. Absolument. On a vu que vous le défendez depuis des années. Absolument. Alors, ces retrouvailles, sans maître Abdoulaye Wade, qu'est-ce qu'elles valent? Inachevé. C'est un bout d'inachevé. J'ai dit que les retrouvailles vont se faire avec les fils, à côté du père. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Abdoulaye Wade est et sera toujours le père du libéralisme en Afrique. Je ne parle pas du Sénégal seulement. C'est en 1978, au Congrès de l'international libéral à Ottawa, qu'il disait pour la première fois, nous serons les porte-drapeaux du libéralisme en Afrique noire. Ça a failli faire éclater le PDS à l'époque. Parce que je vous le rappelle toujours, le PDS n'était pas un parti libéral. Le PDS était un parti socialiste. C'est réclamant du socialisme travailliste. Alors, à l'époque, je me rappelle d'ailleurs, certains qui sont aujourd'hui les alliés de Maître Wade, ils nous disaient, parler du libéralisme au Sénégal, c'est une trahison nationale. Il y a cru, et d'autres avec lui. Et aujourd'hui, force est de constater que au moins 70% des Sénégalais votent libéral. Donc lui, c'est le père du libéralisme. Aujourd'hui, force est de constater également que le leader du libéralisme, c'est le président de la République, Macky Sall, qui est là. Donc il est bon d'avoir tous les fils, mais il faut que tous les fils également soient autour du père. Dans quelles conditions? Quelles que soient les conditions, l'essentiel, c'est... Parce que vous savez... confirmer les propos de Mahmoud Saleh qui nous informe que le président Wade et le président Macky sont en dialogue permanent. Vous savez, je ne suis pas au niveau ni dans les secrets de Mahmoud Saleh. Moi, ce que je sais et ce que je veux, vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai toujours défendu les retrouvailles de la grande famille libérale. Je dis aujourd'hui que peut-être les 4/5 des libéraux se sont retrouvés, mais le 5e là, symboliquement, représente quelque chose de très important, c'est le président Wade. Il faut, quelle que soit la situation, par A ou par B, qu'il puisse être vraiment le fédérateur de ce libéralisme-là. Et si nous le réussissons véritablement, nous n'aurons plus en campagne électorale pendant les élections. Oui, avec vos camarades Omar Sarr et autres, comment se sont passées les accolades chez le président Macky? Parce que finalement, vous vous retrouvez derrière lui. Mais c'est très bien, vous savez, quand vous partagez un certain nombre de choses, dans la vie,
il faut qu'il y ait des hauts et des bas, c'est normal. Vous voyez, dans un couple, vous vous rencontrez quelque part, vous vous aimez, c'est les grands amours, vous êtes ensemble. À un moment, il peut y avoir des problèmes. Mais vous vous retrouvez entre père et fils, c'est la même chose. Donc, entre que ce soit Omar Sarr ou les autres, à un moment, il peut y avoir des divergences. Et la seule divergence entre les libéraux, la seule, c'est le cas de Karim Wade, il n'y a pas une autre. C'est-à-dire, si aujourd'hui Macky Sall a des problèmes avec Abdoulaye Wade, ou si Macky Sall a des problèmes avec d'autres libéraux, c'est à cause de l'affaire Karim Wade. Il n'y a pas eu autre chose. Oui. Est-ce que vous avez vu le PDS dire sur le programme-là que Macky Sall est en train d'appliquer, dans le fond nous ne sommes pas d'accord sur l'orientation parce que ceci ou cela? Vous ne l'avez jamais entendu. Oui. Parce que c'est le même programme, c'est la même orientation, c'est la même idéologie. Il n'y a que le cas Karim Wade. Et je pense que quand on raisonne maintenant en termes d'État, quelle que soit la personne considérée, son problème devient secondaire par rapport au problème de l'État. Le cas Karim Wade, que faire pour le résoudre? Je ne sais pas, il faut trouver une solution. Moi, j'ai ma recette, mais que je ne vais pas dévoiler ici sur le plateau. Comme j'ai eu d'autres recettes sur d'autres questions, Dieu merci, les faits nous ont donné raison. Pour ce cas précis, une loi d'amnistie? Je ne sais pas, mais on parviendra à trouver une solution. J'en suis sûr. Il faut y aller mollo et on trouvera la solution. En tout cas, comme je dis, moi j'ai ma recette et je suis sûr que cette recette permettra de régler le problème. Le problème. Votre compagnonnage avec le président Macky Sall, il est basé sur quoi? Ah, mais surtout ce que j'ai dit. Quoi? Vous avez dit concrètement, surtout ce que d'abord. Récemment, on l'a vu faire des nominations, il a réaménagé son gouvernement, il y a eu le retour d'Idrissa Seck. Oui. Pour lequel j'ai beaucoup travaillé. Ah oui? Absolument. En quoi faisant? Absolument. En rapprochant les points de vue, en discutant avec les uns et les autres. Ah oui. Les deux hommes. Mais vous savez, moi j'ai l'habitude, en dehors de Wade, je n'ai plus de maître en politique au Sénégal. Tout ce que ça, ils viennent apprendre peut-être avec moi ou derrière moi. Donc l'expérience que j'ai eue, qu'elle soit importante ou pas, je dois mettre cette expérience-là au service du peuple. C'est ce que je suis en train de faire. Donc j'ai beaucoup travaillé avec d'autres, c'est vrai, beaucoup, pour qu'il y ait d'abord de l'apaisement dans ce pays-là, pour que les libéraux puissent se retrouver, pour qu'ils puissent parler le même langage. C'est ça qui est important pour moi. Maintenant, en filigrane, je vois un peu venir votre question. Pourquoi vous n'avez pas été nommé? Allez le demander à Macky Sall, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Moi, je fais ce que j'ai à faire, j'en ai terminé. Les rapprochements entre le président Macky et Idrissa Seck se sont faits juste après la présidentielle ou bien depuis quelque temps? Non, c'est récent, c'est récent. Ah, oui. Vous savez. Donc on nous dit que c'est depuis plus d'un an. C'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Idrissa Seck a fait une mauvaise communication sur cette question-là. Quand il dit depuis 15 mois. 15 mois. Vous savez les 15 mois, faites-le décompte, c'est quoi? C'est le début du dialogue politique. C'est uniquement ça. Toute la discussion a commencé à l'occasion du dialogue politique. Où lui était représenté par Déthié Fall. Et toute l'opposition en dehors du PDS, tous les autres étaient là-bas. Peut-être qu'il parle de ces dialogues nocturnes. Mais il n'y a pas de dialogue nocturne encore une fois. Je vous dis quoi et moi, les femmes. Les 15 mois dont il parle, c'était à l'occasion du dialogue politique. C'est là où les bases ont été jetées. C'est vrai, il y a eu des gens qui ont discuté. Je vous dis tout à l'heure, moi j'ai beaucoup travaillé autour de cette question. Bon, je donne un exemple comme ça. Je ne vais pas lâcher le bourse comme on dit. J'ai souvent discuté avec le président Malick Gakou pour voir dans quelle mesure on pourrait apaiser le climat social dans ce pays, le climat politique. On a beaucoup travaillé sur cette question-là. Lui, avec d'autres, avec Idrissa, avec les Modiké Niang et d'autres, ils ont beaucoup travaillé autour de cette question-là. On a beaucoup discuté. Si vous parlez de discussion nocturne avec Malick Gakou, moi je le fais. Mais dire que Idrissa Seck depuis 15 minutes... Avec Idrissa Seck, vous ne l'avez pas fait? Si, bon, on a discuté. Mais les visites nocturnes... Dans le cadre du dialogue ou en dehors du dialogue? Mais tout ça, c'est le dialogue. Parce qu'il y a les dialogues qui se font officiellement le jour au niveau de l'hôtel Ngor Diarama, mais il y a les rencontres, les discussions. Par exemple, là, avant d'entrer dans cette salle, je viens de lui envoyer un message tout de suite avant d'entrer. Je l'ai toujours fait. Et tout le monde le sait. Moi, j'ai eu la chance d'être peut-être un des rares politiques sénégalais qui discutent avec tout le monde. Je n'ai de problème avec personne. Parce que pour moi, il peut y avoir des divergences. Mais les divergences, on trouve les solutions dans la discussion. Donc ça, je sais que c'est un atout que j'ai. Je discute avec tout le monde. Je n'ai de problème avec personne. Donc je vais voir Macky Sall, je vais voir Idrissa, je vais voir d'autres. C'est ça. Au-delà de ces rapprochements entre Macky et Idi, doit-on s'attendre
à des schémas comme troisième mandat, comme Dauphina. Mais vous savez, moi je ne parle jamais de troisième mandat. Parce que je suis contre la limitation, je viens de vous le dire. Quelqu'un qui est contre la limitation des mandats ne peut pas parler de troisième mandat. Et rappelez-vous également, je suis toujours le témoignage de Moustapha Diakhaté. Quand on a évoqué cette question-là, je crois que j'ai été le premier à avoir fait une sortie dans la presse pour dire, Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de dire oui, vous n'avez pas le droit de dire non. Vous avez autre chose à faire. Parce que dire oui, je suis candidat, est-ce qu'il a le droit, il n'a pas le droit, je n'en sais rien du tout. Parce que vous savez, moi, ce qui me met à l'aise. En 2010-2011, quand on a agité la candidature de Abdoulaye Wade, l'argument que j'avais, comme disent Khaled Ndiambar, l'argument que j'ai développé, c'est ce même argument que je développe. Celui qui veut être candidat, qu'il s'appelle Macky Sall, qu'il s'appelle Mamadou Diop Decroix, qu'il s'appelle Barthélémy Diaz, qu'il s'appelle Ousmane Sonko et autres, il n'a qu'une voie, c'est d'aller déposer son dossier au Conseil constitutionnel. Le seul habilité à dire, vous êtes candidat ou vous n'êtes pas. C'est ce que je disais avec Abdoulaye Wade. Je disais à l'époque, le moment venu, si Wade devait être candidat, il déposera son dossier au niveau du Conseil constitutionnel. Et le Conseil va apprécier. Et si le Conseil apprécie, il dit, vous êtes candidat, vous êtes candidat. S'il dit, vous n'êtes pas candidat, vous n'êtes pas candidat. Je disais à l'époque, je suis au président, c'est ça que vous devez faire. Ce que vous devez faire, c'est de continuer à faire un travail qui va vous permettre, le moment venu, de présenter un bilan au Sénégal, candidat ou pas. Vous avez l'obligation de présenter un bon bilan au Sénégal. J'ai cité Moustapha Diakhaté parce qu'il avait un poste à l'époque pour dire Macky Sall conforte Serigne Mbacké Ndiaye dans sa position. Ça a toujours été ma position. Personnellement, c'est pas aujourd'hui qu'elle va changer. Je vais être tenace avec vous pour vous reposer une autre question liée à ce rapprochement entre Macky et Idi. Y a-t-il un pacte entre ces deux hommes? Pacte, je ne sais pas ce que vous appelez pacte. Oui. Je préfère cette expression-là parce que j'ai entendu parler de deal, même si ça pourrait être à peu près la même chose. Je pense que moi, je ne suis pas en mesure. Y a-t-il des clauses? Je ne le pense pas. Je pense que les seules clauses qui doivent exister, c'est de dire qu'est-ce qu'on va faire pour que le pays avance. Qu'est-ce qu'on va faire pour bien gérer ce mandat-là. Qu'est-ce qu'on va faire pour stabiliser ce pays-là. Qu'est-ce qu'on va faire pour que demain c'est peut-être tout de suite, demain c'est dans 10 ans, c'est dans 20 ans, c'est dans 30 ans, ceux qui vont venir, ceux qui vont nous succéder, puissent trouver un pays stable, un pays qui réunit toutes les conditions de l'émergence. Je pense que c'est ça l'important. Et un homme d'État discute de ces questions-là. Mais un homme d'État ne se met. Est-ce que vous pensez que Idriss Seck peut se mettre là avec Macky Sall pour dire oui, discutons, tu vas être mon candidat, je vais te soutenir? Non, ça n'a pas de sens. C'est de ceux qui le disent, il y a deux types de personnes. Des personnes mal intentionnées qui peuvent le dire, ou d'autres personnes qui ne savent pas vraiment comment ça se passe au niveau étatique. Il y a des questions qu'on n'aborde pas comme ça. Devant le public. En face, il y a un Ousmane Sonko qui étend un peu ses tentacules. Mais c'est très bien. En recevant par exemple Khalifa Sall, Diaz, c'est très bien. Maître Moussa Diop, c'est bien. Mais aussi au niveau de la coalition Jotna, c'est bien. On a un élargissement avec l'arrivée des Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall, de Lamine Diallo. C'est bien. C'est le camp d'en face. C'est très bien. Qui se prépare. C'est très bien. Et cette histoire de troisième mandat sera peut-être un frein. Alors, vous me parlez de ceux qui s'organisent et qui font face au pouvoir. Oui. Mais vous ne parlez pas de ceux qui s'organisent et qui renforcent le camp du pouvoir. Idriss Seck était deuxième lors de la dernière élection présidentielle. Il est dans le camp du pouvoir. N'est-ce pas? Et certainement les jours qui viennent, vous verrez d'autres qui étaient dans notre camp et qui soutiennent également le camp du pouvoir. C'est comme ça que la démocratie respire. Moi, je suis sûr d'une chose. S'il y avait une élection aujourd'hui, là où on parle, si Macky Sall est candidat aujourd'hui dans ce pays-là, il gagnerait au moins avec 60%. Je l'avais dit avant l'élection présidentielle. Demandez à mon ami Maliga. Oui, je l'ai toujours dit que vous allez mordre la poussière dès le premier tour. C'est ça. Il est en téléchargement. Mais c'est bien. À 80%. Mais alors, vous savez, ce qui nous pose problème dans ce pays-là, vous avez cité tout de suite des gens, un tel, ils sont maintenant ensemble, ils font face au pouvoir. C'est là sont les héros. Mais ceux qui vont rejoindre Macky Sall, c'est les traîtres. Ça n'a pas de sens. Je l'ai dit la dernière fois sur un autre plateau. Le premier à avoir été nommé dans cet élargissement, vous le savez, c'est Jean-Paul Diaz. Est-ce que Barthélémy a le droit de dire que ceux qui ont été nommés par Macky Sall, c'est des traîtres? Il n'a pas le droit de le dire.
Il faut qu'on se respecte. Moi, je respecte ces garçons que vous venez de citer. C'est des jeunes pour qui j'ai de l'estime, j'ai du respect. Moi, je sais ce que c'est que la politique. C'est extrêmement difficile. C'est coûteux, c'est difficile la politique. Quand vous voyez des jeunes qui s'engagent, qui peuvent laisser leur vie parce qu'ils sont engagés en politique, qui peuvent aller en prison, qui peuvent perdre leur emploi, qui vont priver de vie de famille. J'ai beaucoup de respect pour ces jeunes-là. Oui. Mais il faut en retour également, eux aussi, qu'ils comprennent que c'est ça la politique. Vous êtes avec celui-là, l'autre il est avec l'autre camp. Personne ne pourra me dire que dans le cas du pouvoir, il n'y a que des gens qui sont bons. Dans le cas de l'opposition, il n'y a que des gens qui sont mauvais. Ou bien dans le cas de l'opposition, il n'y a que des gens qui sont bons. Dans le cas du pouvoir, il n'y a que des gens qui sont... Ceux qui sont là étaient là-bas. Ceux qui sont là-bas étaient ici. Oui, parlons de ces leaders, du rappel dont vous assurez la coordination. Est-ce qu'ils sont bien valorisés par le président Macky? Même pas un ministre parmi vous? Alors, si c'était l'objectif, dès le début, moi je me suis retrouvé avec le président Macky Sall pour la première fois en 2012, retour de Versailles, où je devais discuter avec lui du statut de l'ancien président de la République. Parce que je vous le rappelle, avant l'avènement de Macky Sall, les anciens présidents avaient un salaire de 2 millions de francs CFA, avec 3 personnes à leur disposition. C'est avec Macky Sall que ça a été revu et fortement revu à la hausse. Donc moi j'étais avancé, vous qui avancez le chiffre. En tout cas, ça a été fortement revu à la hausse. Moi j'étais allé discuter avec lui de cette question-là. Et quand il a fini de régler cette question-là, j'étais très satisfait parce que pour moi ce qui m'intéressait c'était le cas d'Abdoulaye Wade. Et quand il a fini de régler cette question-là, je lui dis, Monsieur le Président, vous le savez, mon père spirituel, c'est Abdoulaye Wade. Il ne sera plus candidat. Pour la prochaine élection, moi je ne suis pas candidat. Et sachez que quel que soit ce qui va arriver, vous serez mon candidat à la prochaine élection. Il me dit, ah bon, j'ai dit oui, il me dit, alhamdoulilah. Donc, s'il fallait négocier des postes de responsabilité ou quoi que ce soit, c'est à cette occasion-là que j'allais le faire. Je ne l'avais pas fait, c'est pas aujourd'hui que je vais le faire. Je suis très à l'aise. Mais ce qui me met à l'aise, je dis ce que je pense et tel que je le ressens. Et je n'ai aucun problème par rapport à ça. Nous le soutenons de manière très sincère, sans rien exiger de lui. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, bon soutenir nit ba pare nekk problème ci moom nekkatul soutien. Quand tu soutiens quelqu'un, tu le soutiens de manière désintéressée. S'il pense maintenant qu'il doit te confier, qu'il doit demander de garder la chaise là, si tu peux garder la chaise, tu le fais. Si tu peux, je suis présent, je ne peux pas le faire. Oui, et celui que vous soutenez, s'il était si bien à l'aise comme il le laisse paraître, allait-il chercher 30 débatteurs pour défendre son bilan? Alors, pourquoi il a cherché 30 débatteurs, je n'en sais rien du tout, je ne suis pas dans sa tête, je ne lui ai pas posé de questions. Je sais par contre que, comme je dis en wolof, même àjjana boo fa yóbbu nit te xamul ni àjjana nga ko yóbbu du la topp. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de l'eau. J'y reviens moi-même parce qu'elle m'intéresse. Et je le disais à quelqu'un hier seulement. Pendant plusieurs jours, plusieurs mois d'ailleurs, moi par exemple dans mon quartier, là où j'habite, vers les Almadies, on était privé d'eau. Quelquefois c'est à 4 h du matin qu'on parvenait à avoir quelques minutes terminées. Et pourtant c'était pour la bonne cause. C'était pour la bonne cause. C'est l'eau, et j'ai vu, j'ai été visité moi-même. J'ai vu vers le cimetière de Yoff, ils étaient en train de changer de tuyaux pour mettre des diamètres plus grands, pour pouvoir alimenter correctement l'eau dans ces quartiers-là. Mais si vous devez faire un tel travail, vous devez aller vers les populations. C'est pour répondre à votre question-là. Il faut aller vers les populations pour dire aux gens, écoutez, vous allez avoir des difficultés d'eau pendant tant de mois ou pendant tant de semaines. Voilà les raisons pour lesquelles nous voulons bien sûr, voulons vous servir de l'eau en quantité et en qualité. Et les gens vont comprendre. Ça n'a jamais été fait. Prenons l'exemple des autoplans dont j'ai parlé tout à l'heure. Il était important, dès le départ, que les autorités en charge de cette question-là puissent parler aux Sénégalais, attention, pendant 6 mois, on va avoir des difficultés de transport à Dakar parce que l'île a mis le def. Mais au bout de ces 6 mois-là, les questions vont être réglées. Dans tous les autres domaines, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Alors, si vous ne le faites pas, il y a des incompréhensions entre ces acteurs et tout est répercuté au niveau du président de la République. Parce que comme le disait Tchomsen dans sa belle chanson dédiée à Yaya Jammeh, le président de la République, si vous avez des problèmes d'eau, c'est Macky Sall. Si vous avez des problèmes de circulation, c'est Macky Sall.
Si vous avez des problèmes d'éclairage, c'est Macky Sall, parce que c'est lui qui a été élu par les Sénégalais. Donc il est normal aujourd'hui, si lui, je dis bien si, il constate qu'il y a un déficit de communication, qu'il puisse chercher la meilleure façon. Et j'ai bien appris ce qui a été fait hier, par exemple, où on a eu deux ministres, le ministre de l'Agriculture et le ministre de la Santé, qui ont parlé justement des questions importantes, par des questions que nous vivons à l'heure actuelle. Mais cela se faisait à l'Assemblée nationale, avec les questions orales. Non, vous savez que ça n'a rien à voir. Ce qui se fait à l'Assemblée nationale, des questions orales, attendez, des questions orales qui sont posées, des réponses ont été apportées, ça n'a rien à voir avec un ou deux ministres qui viennent face à la presse, qui répondent à des questions, qui interviennent sur des questions d'actualité. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Est-ce qu'ils vont réussir maintenant la mission qu'on attend d'eux? Je n'en sais rien du tout. Parce que vous savez également, pour communiquer, il ne suffit pas d'être bardé de diplôme pour être un bon communicant. Ça, c'est autre chose. Les diplômes n'ont rien à voir avec la communication. Ce que vous avez dans la tête là, ce que vous savez, ça n'a rien à voir. On vous dit souvent en communication, en ce que vous pensez, comment vous le dites et comment les gens comprennent, il y a toujours un fossé. Il peut y avoir toujours un fossé. Donc, l'initiative en tout cas, elle est bonne. J'encourage ceux qui ont été choisis pour faire ce travail, mais il faudrait également que ceux qui n'ont pas été choisis, qu'ils comprennent eux aussi qu'ils doivent informer les Sénégalais, qu'ils doivent défendre le bilan du président. Il n'appartient pas seulement à ces 30-là de le faire, mais il appartient à tous ceux qui sont dans le camp présidentiel de le faire. En parlant des problèmes de communication, sous le magistère du président Macky, on a toujours ce problème qui revient, qui est récurrent. D'ailleurs, on avait choisi 100 débatteurs. Finalement, on ne retrouve même plus la liste de ces 100 débatteurs. Et pourtant, autour du président, on a beaucoup de communicants, à l'image de Latif Coulibaly, Yakham Mbaye, Serigne Mbacké Ndiaye, même un souteneur du président, mais qui communiquait bien du temps du président Wade avec ses rencontres successives avec la presse. Oui, vous savez, moi je peux pas porter un jugement sur la manière de communiquer d'un tel ou d'un tel. Je vous cite, je suis gêné d'en parler, mais je le dis comme ça, parce que c'est vous avez soulevé la question. J'ai un ami qui s'appelle Amadou Diagne, certainement il suit l'émission, qui habite Guédiawaye, qui m'a envoyé un message que je vais vous faire lire. Il me dit, il y a une personne qui lui a envoyé un message, cette personne est dans la magistrature, mais pas dans la politique, qui dit, je ne comprends pas le président Macky Sall. Parce qu'il a le meilleur débatteur du pays, le meilleur communicant, il ne veut pas l'utiliser. Un autre, j'ai également le message avec moi, lui il dit qu'il est convaincu que le président Macky Sall ne veut pas de troisième mandat. Et sa femme, qui est une amie à moi, sa femme lui dit, mais pourquoi tu le dis? Il dit, s'il voulait un troisième mandat, il est un tel dans la communication. Parce que c'est quelqu'un qui est capable, quand tu dis que c'est la lune, il est capable de dire que c'est le soleil, il va vous convaincre pour que tu comprennes que c'est le soleil. Mais tout ça, il appartient au président Sava